la deuxième partie de notre émission Territoire d'info avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision qui sont nos partenaires, les Indés Radio, 130 radios territoriales et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Luc Carvounas. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes député PS du Val-de-Marne et fondateur de la gauche Arc-en-Ciel. Merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger. Oriane Mancini, la spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Et bonjour Stéphane Vernet. Vous dirigez le bureau parisien du premier journal francophone du monde qui est Ouest France. Merci d'être avec nous. Votre interview sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale Luc Carvounas à partir de 10h ce matin. Par un ultime vote du Sénat, le Parlement a adopté définitivement mardi soir la proposition de loi dite anti-casseurs, reprise à son compte par le gouvernement dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes. C'était une loi proposée par les Républicains. Question, est-ce que le Conseil constitutionnel qui va être saisi vous rassure au fond? Est-ce que c'est une démarche qui a tendance à vous rassurer, vous et vos amis de la gauche? Alors, avant de vous répondre, je rappelle à celles et ceux qui nous regardent que déjà, il y a eu cette loi anti-casseurs sur l'initiative de Bruno Retailleau ici au Sénat. Oui, tout à fait. Et moi, je me souviens des débats il y a un peu plus d'un an à l'Assemblée nationale, au moment où, vous savez, l'état d'urgence entrait dans le droit commun. On nous expliquait, alors à l'époque c'était Gérard Collomb, que l'arsenal législatif serait largement conséquent pour finalement gérer tous les maux. Et puis il y a eu cette initiative très politique, très politicienne de LR au Sénat ici, qui a été reprise à son compte par Christophe Castaner, très bien, et qui aujourd'hui, vous l'avez rappelé, a été votée conforme parce que LR voulait que cette loi ici au Sénat soit votée et que le débat s'arrête là. Non, moi je suis... Mais depuis, on a appris que le président de la République, comme la gauche, avait saisi le Conseil constitutionnel. Donc est-ce que ça vous rassure? Le président de la République fait de la politique, il fait une prise de judo. Il savait très bien que les oppositions allaient saisir, notamment sur l'article 2, le Conseil constitutionnel. Vous savez, cet article qui dit quoi finalement? Qui dit tout simplement que ce sont les préfets qui donneront un avis de pouvoir ou pas manifester et non les juges. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer dans notre pays sur le terme des libertés. Et le président de la République, pour clore le débat, renvoie au Conseil constitutionnel. Ceux qui ne sont pas des initiés peuvent imaginer que c'est la bonne procédure, mais le Conseil constitutionnel, écoutez, vient d'être renouvelé il y a quelques jours à peine. Ils ont été installés, je pense à Jacques Mézard, à Alain Juppé, en remplacement des sages. J'imagine pas que politique. J'imagine pas un instant que le premier acte politique du Conseil constitutionnel renouvelé pour bon nombre de ses membres par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pose comme premier acte politique de renvoyer dans les cordes un texte porté par la majorité. Je serais très étonné, mais en tous les cas, j'espère au nom des libertés que ce sera le cas, parce que cet article 2 pose quand même de véritables questions. Donc vous reconnaissez que c'est de l'habileté politique de la part d'Emmanuel Macron. Il vous coupe l'herbe sous le pied, vous et votre cours, si de la gauche. Emmanuel Macron fait preuve d'habileté politique depuis maintenant 3 bonnes années, sinon il ne serait pas là où il est. Et vous espérez du coup, parce que vous dites, je n'imagine pas, mais vous espérez que le Conseil constitutionnel censure ? L'article 2, oui, me pose un vrai problème sur les libertés. Stéphane Vernet. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a présenté son rapport annuel hier et il a redit son opposition, son inquiétude quant à l'utilisation de ce qu'on appelle les armes de force intermédiaire dans les opérations de maintien de l'ordre. Tout ce qui est LBD, lanceur de balles de défense 40, grenades de désencerclement. Ce qui a redonné naissance à une petite polémique autour du sujet. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Excusez-moi, mais ce n'est pas une petite polémique autour du sujet. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'il dénonce l'usage de ces armes. Il y a quelques jours, portée par d'éminents professeurs en médecine ophtalmologues, qui ne sont ni des partisans de gauche ou de droite ou de la République en marche, juste des professeurs en médecine qui ont décrié ce qui est en train de se passer dans ce pays depuis maintenant plus de 4 mois, où vous avez plus de 20 de nos compatriotes qui se sont retrouvés avec l'œil crevé. Est-ce qu'aujourd'hui, manifester dans notre pays, en France, justifie des mains arrachées, des yeux arrachés? Je ne remets pas en question le travail de nos policiers, qui est un travail extrêmement compliqué. Ce que je remets en cause, ce sont les méthodes portées par le ministère de l'Intérieur. Il faut que Christophe Castaner se remette en question et remette en question le mode opératoire désormais lorsqu'il y a des manifestations comme celles que l'on vit tous les week-ends. Enfin, c'est le pas mode possible. Opératoire plus que les outils. Le mode opératoire et donc les outils, ça va de soi. Pourquoi d'autres pays européens n'utilisent pas les LBD?
ça pose bien question. À un moment où ce gouvernement adore faire du benchmarking, bien qu'il aille regarder ce qui se passe ailleurs et pourquoi on ne l'utilise pas. Un mot sur l'actualité politique, l'actualité de votre parti, Conseil national du Parti socialiste samedi. Sur les européennes, vous avez trouvé votre tête de liste? Déjà, on ne pourra pas faire le procès au Parti socialiste de ne pas avoir cherché le rassemblement. Nous avons voulu être unitaires pour tous, on ne fait pas le film, vous l'avez souvent dit ici. J'ai été d'ailleurs de ceux qui, dans les colonnes du JDD en septembre dernier, disaient qu'il n'y avait même pas de tabou pour être derrière Yannick Jadot. Cette hypothèse avait été d'ailleurs reprise par Ségolène Royal en son temps. Aujourd'hui, le Conseil national qui va se réunir autour de Olivier Faure, moi, j'attends que le premier secrétaire nous dise s'il est candidat ou pas. S'il est candidat, en tous les cas, il nous aura évidemment derrière lui dans cette dynamique de campagne. Est-ce qu'il a d'autres choix ? Il aurait pu y avoir d'autres choix. D'ailleurs, nous les avons posés. Il y avait, et lui le premier. Malheureusement, il faut être plusieurs pour mettre sur la table des choix. Il y aurait pu, mais est-ce que samedi, il y a d'autres choix? Est-ce qu'Olivier Faure a d'autres choix que de se déclarer tête de liste samedi? Moi, je le pense, que Olivier Faure serait une très bonne tête de liste. Il est aujourd'hui le premier secrétaire. Mais il ne suffit pas d'avoir une tête de liste. Vous savez, une campagne européenne, c'est une équation un petit peu subtile. Ce sont évidemment... d'essayer d'épouser large dans des formations politiques, sur des idées communes, pourquoi pas aussi la société civile. Je ne crois pas qu'il y aura que des représentants des partis politiques dans la liste demain, emmenés peut-être par Olivier Faure. Mais pour nous, et pour moi en tous les cas, cette équation subtile passe par un postulat qui est incontournable. C'est celui de rassembler la famille des socialistes à l'image, à l'instar de ce qu'a fait LR. Pour faire cette campagne, il faut marcher sur nos deux jambes. Et l'histoire des élections européennes a toujours fait montre que les premiers secrétaires dans notre histoire du parti ont toujours rassemblé l'ensemble des sensibilités dans ce combat qui est extrêmement compliqué. Je n'imagine pas un instant qu'Olivier Faure fasse un autre choix, sinon ce serait quasiment suicidaire en termes de dynamique électorale. Ce combat du rassemblement, c'était aussi le vôtre quand vous avez créé la gauche arc-en-ciel l'automne dernier. L'idée, c'était de pouvoir parler avec tout le monde et de rassembler les gauches dans la perspective des européennes et des municipales. Du coup, j'ai envie de vous demander l'échec de ce rassemblement, parce que c'est un échec, pour l'instant il n'y en a pas, c'est aussi votre échec. Vous avez échoué en la matière ? C'est un échec collectif. Mais vous avez une part de responsabilité particulière ? Alors, si la part de responsabilité m'incombe, je ne sais pas. J'ai en tout cas, je crois, fait le job. Je continue à le faire parce que vous savez... Du coup, qu'est-ce qui a coincé en fait, si vous avez Ce qui a coincé, ce sont des égoïsmes et une guerre d'ego. Des questions de personnalité. C'est pas l'affiche qui est trop petite, c'est les têtes qui sont trop grandes. De qui ? Vous parlez de qui ? De tous ceux qui n'ont pas voulu, que ce soit mes amis d'Europe Écologie, les Verts, mes amis de Génération, du Parti communiste. Vous croyez que sur la question européenne, la gauche française n'avait pas des points de convergence, lesquels ? Sur les services publics, sur la question des travailleurs détachés, sur le glyphosate et les questions d'écologie, sur les Paradise Papers et l'évasion fiscale, sur la question des migrants. Sur tous ces sujets-là, la gauche ne pouvait pas converger. Pourquoi elle ne l'a pas fait ? Eh bien parce que je pense que les militants, les sympathisants, le peuple de gauche a été pris en otage par ceux qui dirigent aujourd'hui les partis. Moi, je rends hommage au travail d'Olivier Faure, qui, lui, dans sa responsabilité de chef de parti, a tout fait pour rassembler. Aujourd'hui, ce ne sera pas un rassemblement auquel j'imaginais, que je pensais, mais ce sera un rassemblement quand même. Mais en même temps... Mais avec qui ? Place publique ? Je crois que depuis le congrès de Metz, eux aussi, visiblement, ont vécu leur congrès de Metz. Il n'y a pas que les socialistes dans leur histoire, mais eux, c'est une jeune histoire. Depuis le congrès de Metz du 22 février dernier... J'ai constaté que Place Publique ne souhaitait pas partir dans la bataille électorale. Dont acte. Après, je crois sincère Raphaël Glucksmann dans ses échanges avec Olivier Faure. Peut-être qu'il aura l'envie, mais j'en sais rien. Moi, je ne vais pas commencer à commenter les envies des uns et des autres. Je suis un responsable politique qui a essayé, autant faire se peut, de se rassembler avec le plus grand nombre pour les idées que j'ai portées à l'instant sur le plateau. Maintenant, j'attends du premier secrétaire aussi qui le rassemble la famille des socialistes. Et quand on vous écoute, on a l'impression que les choses ne sont pas avancées. Est-ce que samedi, vous allez nous présenter une liste ? Ça ne vous aura pas échappé que je ne suis pas le premier secrétaire. Non. Bon. Mais que vous êtes au bureau national, ça ne m'a pas échappé non plus. Eh bien, écoutez, moi, les infos qui sont les miennes à ce jour, c'est que samedi prochain, au Conseil national, la liste ne sera certainement pas égrenée. Moi, ce n'est pas l'information que j'ai. Par contre, je sais que nous travaillons avec l'ensemble des sensibilités des responsables autour de Olivier Faure. Nous sommes encore vus lundi dernier pour que le postulat que je précisais, qui était celui de rassembler la famille,
puisse avoir lieu dès samedi. L'objectif, c'est que samedi, on démarre la campagne. Samedi, moi, ce que je veux, c'est que la photographie politique soit celle d'un parti uni, unanime sur les propositions. La photographie politique, Luc Carvounas, c'est 5% aujourd'hui dans les sondages. Ça vous inquiète pas quand même? La marque PS aujourd'hui est à 6%. Oui, mais la marque Génération est à 2%. La marque PC est à 1%. Non, mais, vous ne pensez pas que les gens peuvent se dire beaucoup de bruit pour rien, quoi. On est à 5-6%. Non, et vous n'avez toujours pas de tête de liste, et vous n'avez toujours pas de liste composée. Moi, je vous fais le pari, à partir du moment où ce que j'ai évoqué sur votre plateau puisse avoir lieu dès samedi prochain, que nous serons non seulement dans le game, comme disent mes amis de Marseille, mais nous serons présents dans cette compétition parce qu'elle est importante et que l'idée européenne est une idée forte. C'est quoi le pourcentage pour vous pour être dans le game, comme vous dites? Je ne suis pas dans ça. En tous les cas, je sais que nous ne sortirons pas des radars. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que pour continuer à faire le Tour de France, je vois les forces en présence dans nos territoires, je vois de bon nombre d'exécutifs locaux qui pourraient aussi s'engager dans la campagne électorale, les grands-mères sans être candidats. Et donc, à partir de ce moment-là, cette mise en ébullition de ce que nous représentons sur le maillage territorial doit et va donner des résultats. Voilà. Bernard Cazeneuve, il peut venir à l'aide de tout ça ou pas? On parle de lui chaque fois qu'il s'agit de redresser le Parti socialiste. Je vous adore. On peut aussi, on peut sortir tous les noms que vous voulez. Mais c'est un bon nom, ça. Enfin, écoutez, moi... C'est mieux que François Hollande ou pas? Moi, je peux continuer depuis maintenant 20 mois, 22 mois, à entendre s'égrener les noms de... Dont François Hollande. Dont François Hollande, et pourquoi pas, qui ont fait le dernier quinquennat. Force est de constater quand même que depuis 22 mois, ces noms-là ne sont pas dans une activité politique qui me permette de dire à moi, dans ma génération politique qui se retrousse les manches, ils sont à nos côtés, ils nous aident. Ils ne sont pas là. Non, moi je veux bien qu'on continue à avoir l'homme ou la femme miracle, mais en tous les cas, je regarde autour de moi, je ne les vois pas. Et donc, il ne suffira pas de venir tel le héros de la gauche demain en disant je suis l'alternative, suivez mon panache blanc. Ça ne marche plus comme ça la politique. C'est ceux qui mettent la main dans le cambouis maintenant qui seront comptables de ce qui se passera après. Comme on est dans la séquence name dropping, on peut rayer le nom de Ségolène Royal, parce que comme elle a trouvé la tribune d'Emmanuel Macron super, elle est Quelle est son dans la liste. selon vous à Ségolène Royal? Alors continuons, c'est très intéressant comme interview. Ça s'appelle le casting. Donc j'attends la suite. Je ne sais pas quel est le prochain nom que vous allez me sortir, mais c'est un jeu intéressant. La tribune d'Emmanuel Macron sur l'Europe, quelle est son intention selon vous? Mais Ségolène Royal, je l'ai dit dans les colonnes d'un de vos confrères hier, c'est une femme libre. Moi, je ne suis pas, et j'ai découvert une femme qui a une liberté de penser, qui est une femme d'État, qui, je pense, jouera un rôle important dans les années à venir. Voilà. Sur le tard, vous l'avez découvert quand même, parce que vous n'étiez pas trop favorable. Vous connaissez ce vieil adage, mieux vaut tard que jamais. Donc, moi, en tous les cas, j'ai vu quelqu'un qui a eu l'envie, pour le coup, de venir aider ma génération, mais qui était cohérente face à ces divisions de la gauche et qui n'a pas souhaité, elle l'a toujours dit, à partir du moment où ce rassemblement n'existait pas, aller dans cette bataille électorale qu'elle n'avait pas imaginée préalablement avant qu'on aille la solliciter. Luc Carvounas, député PS du Val-de-Marne, fondateur de la gauche arc-en-ciel, est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Pascal Perrineau, un des garants du grand débat voulu par Emmanuel Macron, critique la présence trop affirmée du président de la République dans ce grand débat. Question, c'est pas un peu déloyal de faire ça alors qu'il est un des garants de ce grand débat? Vous ne trouvez pas? Je suis très étonné de l'analyse de Pascal Perrineau. Il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que Emmanuel Macron a occupé tous les espaces. C'était le stand-up 2 ou 3 fois par semaine, pendant 8 à 10 heures par jour. Vous étiez prisonnier de toutes les chaînes info. Bon, au moins, mais j'ai compris après qu'il y avait une perte d'audimat et après on est passé à autre chose. Parce qu'à un moment donné, quand on sature, on sature. Moi, je trouve que c'est toujours bien quand on va débattre avec nos concitoyens. Ça, c'est quelque chose... je suis un élu local, je suis un élu national, c'est parfait. Après, il ne suffit pas de faire, avec beaucoup d'habileté politique, un botté en touche pour essayer de sortir de la nasse dans laquelle lui-même s'était mis avec la question du pouvoir d'achat et la taxe carbone, on s'en souvient. Il faudra donner des réponses surtout concrètes. Moi, Qu'est-ce que vous attendez comme réponse, vous ? Ce que j'attends comme réponse, tout simplement, ce n'est pas l'indexation des retraites les plus modestes sur l'inflation, par exemple. C'est l'indexation de toutes les retraites sur l'inflation. D'ailleurs, j'ai entendu des marcheurs réclamer la même chose. Quand je découvre que le parti au pouvoir
Monsieur Stanislas Guérini a comme une des grandes propositions phares, tenez-vous bien, de faire en sorte que la taxe d'habitation soit supprimée pour tous les contribuables, c'est juste qu'a demandé le Conseil constitutionnel, on en parlait tout à l'heure, il y a un an. C'était la clause incontournable pour que le Conseil constitutionnel valide le projet de loi de finances. Et en même temps, les prises de judo perpétuelles des marcheurs, ils vous inventent ça comme une nouvelle mesure liée aux 3500 enquêtes chez eux. Stéphane Vernet. On se fout du monde, quoi. Et vous venez d'évoquer l'exercice qui a été fait par La République En Marche dimanche à Chartres. Est-ce que le PS fera la même chose en disant voici nos propositions dans le cadre du gouvernement? Oui, il y a eu un groupe. Samedi. Samedi, le PS fera des propositions. Vous nous en dévoilez 2-3 comme ça? Très certainement sur le revenu de base. D'ailleurs, c'était dans notre niche parlementaire au mois de janvier dernier. D'ailleurs, vous savez, tout le monde dit grand débat, grand débat, grand débat. C'est formidable. Mais le grand débat ou le débat tout court parlementaire, il n'existe même pas. Ici, sûrement au Sénat. Je connais le Sénat, je l'ai pratiqué. Voilà, j'allais dire. Mais à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de débat. Toutes les niches parlementaires, quels que soient les partis d'opposition, le parti au pouvoir fait des motions de rejet systématiques. Il n'y a pas de débat. Donc moi, un peu changé quand même ces dernières semaines. Ah bon? Ou ça? Sur quoi? Vous avez reçu la lettre de Richard Ferrand, qui a été envoyée à tous les députés sur les propositions qu'il fait pour la transformation, la réforme de l'Assemblée nationale. Je vois que ça vous fait sourire. Oui, parce que Richard Ferrand... 5 pages quand même, donc il y a rien d'intéressant dedans. Il pique ce qui se passe ici au Sénat depuis un petit moment quand même. Mais ça, c'est l'ancien sénateur qui parle. Mais voilà, les institutions... Vous parlez des questions au gouvernement, les institutions françaises sont 3 chambres, Sénat, Assemblée nationale et CESE. Donc moi, j'ai eu cette chance et cet honneur de pratiquer le Sénat. J'entends aujourd'hui que le président Ferrand a de grandes idées qui s'inspirent beaucoup de ce qui se passe, notamment dans les réponses, dans les questions au gouvernement aux ministres quand on les interpelle. Tant mieux. Moi, je pense que le Sénat a toujours été bien plus moderne sur beaucoup de sujets que l'Assemblée nationale. Et on découvre aujourd'hui, et pas que dans la commission d'enquête parlementaire sur Benalla, mais quand même, l'utilité réelle du Sénat et de la nécessité de conserver cette Chambre. Carvounas, Gaspard Ganzer, le conseiller de François Hollande, officialise sa candidature à la mairie de Paris. Il y en a beaucoup. Mounir Majoubi, candidat à la candidature. Benjamin Griveaux, on en parle. Ça vous inspire quoi, toutes ces candidatures contre Hidalgo? C'est un concours de beauté. Parce que j'entends beaucoup de candidatures, mais je ne sais pas ce qu'ils proposent. Il n'y a rien. C'est le vide interstellaire. J'ai lu l'interview de Majoubi. Candidat à la candidature, lui. Je vais donner 20% de mon indemnité pour les SDF. Au secours. Au secours. Et il veut être le maire de la capitale. Franchement, les Parisiennes et les Parisiens méritent mieux que ça. Donc vous allez soutenir Anne Hidalgo? Bien sûr, je soutiens Anne Hidalgo. Et d'ailleurs, pour côtoyer comme vous beaucoup d'habitants de Paris, il y a eu, alors pour le coup, un Hidalgo bashing il y a 1 an et demi. Chacun se rend compte aujourd'hui, sur la fin du mandat, que toutes les réalisations de Paris sont en train de trouver un écho extrêmement favorable. Et en tout cas, moi, comme député d'Île-de-France, pour le coup, je mettrai toute mon énergie à la réélection, évidemment, de mon ami Anne Hidalgo. Luc Carvounas, député PS du Val-de-Marne, fondateur de la gauche arc-en-ciel, était notre invité politique ce matin. Merci Stéphane Vernet de Ouest France. Merci Oriane Mancini. On passe au débrief de l'actualité. Je vous rappelle la conférence de presse de Territoires Unis à partir de 10h qui sera retransmise en direct sur cette chaîne, le canal 13 de la TNT, tout à l'heure à 10h. Tout de suite, c'est le débrief de l'actualité. Merci beaucoup Luc Carvounas d'avoir été notre invité ce matin. On poursuit donc deuxième partie de cette émission, le débrief de l'actualité avec, ils reviennent, Denis Caro, directeur des rédactions de Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin, et Guillaume Doyen, directeur des rédactions de la Gazette des communes, des départements et des régions. Messieurs, la loi anti-casseurs qui a été votée par le Sénat hier soir avec le président de la République qui, comme la gauche, va saisir le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça a été de nature à rassurer notre invité ce matin? Pas vraiment, hein, Guillaume Doyen. Pas vraiment, non, il y voit une entourloupe, mais c'est une entourloupe d'ailleurs. Cet article 2 étant hautement suspect et susceptible de sauter, il est préférable que celui qui le porte fasse finalement lui-même la demande qu'il soit inspecté de près par le Conseil constitutionnel. Je ne suis pas persuadé que le fait qu'il ait été renouvelé, qu'il y ait Juppé et Mézard dedans maintenant, modifie sur le fond la qualité et la nature de l'examen. Denis Caro, c'est tout de même une loi et des thématiques qui sont profondément soutenues par les Français, non? Que le gouvernement a voulu. Oui, et pour cause, les images qu'on voit pendant que vous parlez, c'est-à-dire que tout ça a accéléré les choses.
Oui, il y avait nécessité de mettre en place des choses et des choses fortes. C'était demandé fortement. Emmanuel Macron, là, il fait ce qu'il sait le mieux faire. Il fait du en même temps. La loi, elle est là, elle a été adoptée, elle répond à une vraie demande. Et le fait de saisir le Conseil constitutionnel, il prend les devants et il grille tout le monde et c'est un bon coup. Un petit mot sur le Parti socialiste. Donc beaucoup d'agitation, congrès samedi, implication dans le grand débat national, vous l'avez entendu, Guillaume Doyen. Tout ça pour au fond un score aujourd'hui, un crédit dans les sondages entre 5 et 6%. J'ai cru que vous alliez me dire un petit mot sur le défunt Parti socialiste. Ce ne serait pas totalement faux, vous avez raison. 5 à 6%, et mon Dieu, que d'agitation, même pour définir une ligne, un procédé, etc. On dirait qu'il continue à creuser une tombe qui est déjà aux trois quarts faite. Donc la situation, si vous voulez, oscille entre le désespéré et le grotesque aujourd'hui. On a vu d'ailleurs que Luc Carvounas, ce matin, qui est membre de la direction nationale du Parti socialiste, rejetait au fond l'idée que Bernard Cazeneuve, François Hollande, qu'on a reçu sur ce plateau, il était à votre place précisément, Denis Carreau, puisse aider le Parti socialiste à se renouveler, à revivre au fond. Donc il compte au fond, vous l'avez entendu, sur les élus, sur les gens de sa génération pour le redresser. Presque sur Olivier Faure, le premier secrétaire, contre lequel il a été candidat d'ailleurs, Luc Carvounas. Parce qu'il n'y a plus grand monde, comme le disait Guillaume. Et quand il dit, Luc Carvounas, que le PS veut être dans le game, il n'y croit pas lui-même. Donc le PS est totalement isolé aujourd'hui. Et effectivement, les gesticulations autour, et notamment de François Hollande, on voit bien que le PS veut le tenir à distance. Mais avant de trouver la clé, il y aura du temps. Je comprends pas, parce que j'entendais, je lisais que Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande, était une solution pour le Parti socialiste. Ouais. Une solution quoi? Pour la présidentielle, pas pour les élections intermédiaires? Une solution pour achever de ridiculiser ce parti. Je pense faire revenir ceux qui ont participé qui ont accéléré son déclin à vitesse grand V. Faut pas compter là-dessus pour relancer le parti, si vous voulez, toute l'ambiguïté du parti. Faut compter sur Luc Carvounas et sa génération? Probablement, mieux vaut prendre du temps avec des têtes nouvelles que de repartir avec ceux qui ont participé, qui ont accentué, accéléré, favorisé le déclin. On passe à un sujet européen qui est le Brexit. Les députés britanniques, vous le savez, ont rejeté l'accord du Brexit. Ils l'ont retoqué pour la deuxième fois, malgré des modifications obtenues par Theresa May, qui a plongé donc le Royaume-Uni dans l'inconnu à 17 jours de la date prévue de la sortie de l'Union européenne. On a vu que les entreprises françaises s'inquiétaient beaucoup. On a vu une première ministre totalement aphone devant le Parlement britannique, très fragilisée. En même temps, on ne parle pas d'un départ de Theresa May parce que c'est la seule solution qui s'impose. Où va-t-on dans cette histoire de Brexit, Guillaume Doyen? On a l'impression que tout le monde est perdu. Mais tout le monde est perdu, si vous voulez. Et la complexité des débats britanniques internes est telle que pour bien les comprendre, il faut quand même relire un certain nombre de fois un certain nombre de papiers. Et deuxièmement, on ne peut pas se permettre, si vous voulez, d'entrer dans une situation de conflit avec les Britanniques, entre l'Europe et les Britanniques. C'est juste pas possible. Entre eux ne sont pas capables de s'entendre. Je regardais le calage des voix, c'est 391 voix contre 242, c'est-à-dire une très forte majorité. On voit les images pendant que vous parlez. Elle a été carrément mise en minorité. Normalement, un Premier ministre britannique démissionne dans ces cas-là. On n'a pas de scénario de sortie, c'est-à-dire ni entre eux, ni même entre eux et l'Europe. C'est aucun accord du tout. Imaginez d'ici 29, une sortie sans accord serait absolument catastrophique potentiellement. Éventuellement un report, mais pas trop long parce qu'il ne faut pas arriver jusqu'aux élections européennes. Parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'ils réélisent les députés européens. Ce serait quand même assez spécial. Ou un second référendum, ce qui reviendra à piétiner quand même un des fondements de la démocratie britannique. C'est quand le peuple a parlé. Il a parlé. Donc, vous voyez, on n'a pas de sortie possible. Avec des marchés financiers totalement sous tension depuis cette affaire de vote.
Oui, et puis des entreprises qui ne savent pas sur quel pied danser. Il y a à la fois une vraie inquiétude parce que énormément d'incertitudes. Il y a aussi pour certaines l'idée de pouvoir bénéficier et tirer profit du Brexit. Mais aujourd'hui, tout le monde est totalement perdu. L'Europe fait ce qu'elle peut, est prête à accorder un délai, mais pour comprendre précisément la situation, il faudrait qu'on fasse une spéciale de plusieurs heures. Tout le monde est totalement perdu. Alors, il y a des applications concrètes à tout ça, des inconvénients concrets, j'allais dire. Depuis quelques jours, on voit bien que pour aller prendre l'Eurostar, c'est une catastrophe, avec ce mouvement des douaniers qui font que les fils s'allongent. Et ça, j'allais dire, Guillaume Doyen, c'est rien par rapport à ce qui pourrait arriver. Ben oui, rien. Europe, c'est juste une petite Union européenne indication. ou pas, l'imbrication des économies, elle est absolument totale, si vous voulez. Il faut bien faire circuler les marchandises entre le continent et la Grande-Bretagne. Donc imaginez ce que ça pourrait être s'il fallait passer chacun des camions qui arrivent en Grande-Bretagne avec des mesures de sécurité hors union douanière. Vous imaginez les kilomètres de files d'attente qu'il y aurait aux frontières, de part et d'autre d'ailleurs. Ouais, ce qu'on ne comprend pas, Denis Caro, c'est qu'au fond, ce sont les Britanniques qui sont les premières victimes de ce Brexit. On a vu la livre britannique, par exemple, qui a plongé face à l'euro et au dollar. On voit les entreprises anglaises qui commencent à perdre des parts de marché, carrément. Oui, et puis des grandes entreprises internationales comme Honda qui annoncent leur retrait. Et ce n'est qu'un début. Et ce type d'annonces, elles vont se multiplier dans les semaines et les mois à venir. Donc vous avez totalement raison. Les premières victimes, ce sont les Britanniques. Donc, incertitude quant à la sortie de cette affaire. Vous l'avez bien expliqué, Guillaume Doyen. Denis Caro, merci beaucoup. Denis Caro, directeur des rédactions de Nice Matin, de 20 Matin et de Monaco Matin. Et Guillaume Doyen qui dirige les rédactions de la Gazette des Communes, du Courrier des Maires aussi. Merci beaucoup. Merci Guillaume Doyen. On va regarder ensemble, messieurs, le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, dans les émissions politiques bien sûr, mais également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. On regarde ça ensemble, on se retrouve après pour la troisième partie de l'émission. A tout de suite. En Algérie comme en France, les élites se croient tout permis. Alors ils se sont dit, oui, tiens, un 5e mandat avec un homme qui est dans une situation, une condition physique, semble-t-il, tout à fait pitoyable. C'est pas très respectueux pour lui non plus. Je pense que dans ces moments d'incertitude, de brouillard, il est sage de faire en sorte qu'il y ait une sorte de moratoire sur les visas qui peuvent être attribués aux Algériens. Nous ferons tout pour accompagner l'Algérie dans cette transition avec amitié et avec respect. Donc pas de moratoire sur les visas? Certainement pas, certainement pas. Je pense qu'il faut être vigilant. Je suis tout à fait d'accord, nous sommes tous des responsables politiques. Il faut être vigilant, mais il faut être accueillant. Et même, on nous dit, voilà, il y a un grand débat. D'accord, il y a que 160 000 personnes qui y participent. Pour mais ce qui c'est est pas grave. de la plateforme Internet, vous savez très bien qu'il y a eu d'autres débats qui se sont déroulés. La réalité, c'est que ce grand débat national auquel peu de gens croyaient dans l'opposition, et surtout pas mes collègues de la France Insoumise, ça a marché. Alors on verra le nombre de participants. Non mais on le sait. On a une comptabilité uniquement sur la plateforme numérique. Non mais attendez, on le sait. 1 400 000 contributions individuelles, 10 000 réunions, 16 000 cahiers de contributions dans les mairies. À peine 16% des réunions ont donné lieu à un compte-rendu. Donc il faut appeler les choses par leur nom. C'est un immense flop. Donc nous revoilà à la case départ. Et M. Macron va sans doute nous faire des propositions dont je peux vous dire d'avance qu'elles vont tomber à plat. Le rapport annuel du défenseur des droits a été publié ce matin. Il pointe un renforcement de la répression et met directement en cause le lanceur de balles de défense. Pourquoi courir le risque de cette dangerosité, puisque d'autres ont trouvé d'autres solutions? Et à ce moment-là, pourquoi ne pas en débattre autrement que comme on le fait encore une fois ici, c'est-à-dire par invective interposée? J'ai en mémoire que M. Toubon a été ministre de la Justice d'ailleurs. À cette époque-là aussi, il y avait des forces de sécurité. M. Toubon, aujourd'hui, mène un combat manifestement plus personnel que collectif, peut-être pour faire oublier son propre engagement politique. Laurent Wauquiez, si vous voulez, s'est retrouvé dans une incohérence que j'ai dénoncée dès le départ. Il dit la même chose que nous,
tout en continuant, si vous voulez, à tenter de nous discréditer et de nous diaboliser. Ça marche pas. Le grand risque, c'est de nous enfermer dans une espèce de jeu où il y aurait Macron d'un côté, Le Pen de l'autre. À court terme, ça peut être rentable, mais à long terme, c'est extrêmement dangereux. Voilà, dans un instant, c'est la troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat. À tout de suite.